Existe quelque chose dans ta vie que tu dois éliminer sans en parler à personne, et tu sais exactement de quoi il s'agit. Ce n'est pas immense, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas impossible à résoudre. C'est juste quelque chose qui est resté là beaucoup trop longtemps, une habitude qui t'épuise, une relation qui te draine, une idée que tu répètes sans même t'en rendre compte, une peur que tu n'as jamais pris le temps de questionner. Et il y a une vérité très simple. Personne ne grandit en portant ce qu'il aurait déjà dû déposer depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, ni de courir plus, ni de te mettre encore plus de pression. Tu as besoin d'enlever en silence ce qui dévore ton énergie sans rien te rendre en retour. Parce que ce sont ces petites choses que tu tolères, que tu repousses toujours au lendemain, qui finissent par s'accumuler jusqu'à te rendre lourd, lent, déconnecté de toi-même. Et c'est exactement là que commence ton processus de changement. Avant d'ajouter quoi que ce soit, tu dois retirer ce qui te retient. Et la première chose qui doit sortir de ta vie, c'est celle-ci. 1. Laisse aller qui tu étais pour grandir vraiment. Une des choses les plus lourdes que tu portes, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, c'est cette loyauté silencieuse envers les anciennes versions de toi-même, des versions qui sont nées dans des moments difficiles, qui ont été nécessaires autrefois, mais qui aujourd'hui ne font que te réduire et t'empêcher d'avancer. Nous portons tous des identités anciennes, des étiquettes qui se sont collées à nous, des histoires que nous répétons comme si c'était des sentences définitives. Sauf que t'accrocher à ce que tu as été, c'est la manière la plus rapide d'étouffer ce que tu peux devenir. Peut-être qu'à une époque, tu as appris qu'il était plus sûr de te taire, de t'adapter, de tout accepter, de te faire petit pour éviter les conflits. Peut-être que c'était une stratégie de survie. Mais aujourd'hui, ce programme est devenu une cage invisible à laquelle tu obéis encore, sans même t'en rendre compte. Vois les choses ainsi. Si ton passé tient le volant, ton avenir reste à l'arrêt. Ton subconscient répète automatiquement des schémas anciens, et si tu ne reprends pas les commandes, tu continues de réagir comme cette version de toi qui ne faisait que survivre. Et c'est là qu'il existe un point décisif. Je ne dois aucune fidélité à la version que j'étais quand je n'avais pas le choix. Laisser partir, ce n'est pas abandonner. C'est comme enlever un vieux sac à dos trop lourd de tes épaules. Tu le remercies de t'avoir conduit jusqu'ici, puis tu réalises que tu n'as plus besoin de continuer à avancer en le portant. Pense à l'image d'un serpent. S'il ne change pas de peau, il étouffe. Garder ce qui ne sert plus enlève la mobilité, enlève l'air, enlève la vie. C'est exactement ce qui se passe quand tu insistes pour garder ton ancienne peau émotionnelle. Elle sert tes rêves, elle sert ton potentiel, elle sert ton expansion. Le prochain niveau de ta vie ne sera pas vécu par une version recyclée de ton passé, mais par une version nouvelle, plus consciente, plus courageuse, plus alignée avec ce que tu veux construire. Cette version naît au moment précis où tu décides d'arrêter d'être fidèle à ce qui te diminuait. Alors, sois honnête avec toi-même. Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis encore comme cette version réduite qui ne savait que se faire petite? Peut-être dans tes relations, en acceptant moins que ce que tu mérites, peut-être dans ton travail en te cachant par peur de te tromper, peut-être avec toi-même en te traitant comme quelqu'un qui ne peut pas grandir. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver à ceux qui t'ont connu petit. Aujourd'hui, tu dois te prouver à toi-même que tu ne vas pas continuer à vivre en dessous de ce que tu sais pouvoir être. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Aujourd'hui, je laisse derrière moi ma petite version. Un symbole de ton choix intérieur, de cesser d'honorer l'identité qui te retenait et de commencer à honorer celle qui va te libérer. Avant de continuer, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin de se réveiller et de retrouver leur force. Maintenant, passons à la 2e chose qui doit sortir de ta vie. 2. Arrête de dépendre de la validation des autres. Quand ta vie tourne autour du fait de plaire, tu arrêtes d'exister pour commencer à jouer un rôle. C'est comme porter un masque qui ne quitte jamais ton visage. À l'extérieur, tu souris. À l'intérieur, tu t'effaces. La recherche d'approbation te transforme en acteur sur la scène des autres. Et plus tu essaies de répondre aux attentes de tout le monde, plus tu t'éloignes de toi-même. L'approbation devient une identité. Le rejet devient une sorte de mort silencieuse. Et sans t'en rendre compte, tes rêves commencent à se modeler selon le regard des autres, et non selon le tien. La vérité est simple et rude. Vivre pour plaire aux autres,
c'est t'abandonner toi-même. Et quand tu te surprends à ajuster chaque mot, chaque geste, chaque choix pour être accepté, le signal est clair. Tu as compromis ton intégrité pour ne pas compromettre l'opinion de quelqu'un. Comme le disait Épictète, si tu as besoin de l'approbation extérieure, c'est que tu as déjà cédé ton pouvoir. L'authenticité ne sera jamais bon marché, elle va te coûter des applaudissements. Elle va te coûter des compliments faciles, elle va te coûter cette sensation de toujours être apprécié. Mais en échange, elle va te rendre ton âme et ça, personne ne peut te le rendre si tu le perds. Alors fais un choix simple et profond, vivre pour t'adapter ou vivre pour t'exprimer. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Je choisis d'être moi. Un engagement silencieux pour abandonner le masque et retrouver ta propre voix. 3. Coupe les personnes toxiques de ta vie, en silence. Tu ne guéris jamais sur le même terrain où tu as été blessé, et peu importe à quel point tu es solide, les personnes toxiques trouvent toujours un moyen de vider ton énergie, d'éteindre ta lumière, de brouiller ta paix intérieure. La vérité est simple, tu reçois exactement ce que tu tolères, et quand tu tolères trop, tu apprends au monde à te traiter en dessous de ce que tu mérites. Imagine tes émotions comme un verre d'eau pure. Chaque conversation lourde, chaque ironie, chaque manipulation, c'est une goutte d'encre qui tombe dedans. Goutte après goutte, l'eau qui devrait être limpide commence à s'assombrir, et tu ne te rends même plus compte du moment où tu arrêtes d'être toi-même. Épictète expliquait cela d'une manière encore plus simple, avec l'image d'une maison envahie par la fumée. S'il y a un peu de fumée et que tu peux aérer, tu restes, tu parles, tu ajustes, tu règles les choses. Mais quand la fumée devient dense, qu'elle pique les yeux, coupe le souffle et commence à te faire du mal, la seule décision sensée, c'est de sortir. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'il n'y a déjà plus d'air pour respirer. C'est la même chose avec les relations. De petits inconforts peuvent être ventilés, alignés, transformés. Mais quand la cohabitation devient trop enfumée, quand tu perds ton énergie, ton souffle, ta clarté, le chemin le plus sage, c'est de t'éloigner. La vraie question n'a jamais été « combien de fumée il y a ?», mais plutôt « combien de ma vie suis-je en train de perdre à essayer de respirer là où il n'y a déjà plus d'air ?» Et c'est justement là que beaucoup se trompent. Parfois, il y a tellement de fumée que tu ne te rends même plus compte à quel point ça te fait du mal. Parce que tu t'es habitué à respirer quelque chose que tu aurais dû éviter dès le début. C'est pour ça que partir est nécessaire. Et partir en silence est encore plus puissant. Tu n'as pas besoin de justifier tes limites, ni d'écrire de longs discours pour expliquer pourquoi tu t'en vas. Le silence protège, le silence préserve, le silence ferme les cycles sans créer de nouveaux conflits. Les environnements qui t'ont rendu malade ne méritent pas d'assister à ta guérison. Guéris loin de ceux qui t'ont blessé. Guéris loin de ceux qui t'ont rabaissé. Guéris loin de ceux qui n'ont jamais reconnu ta valeur. S'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autoprotection, c'est de la maturité émotionnelle. C'est toi en train de choisir de ne plus gaspiller ton énergie à essayer de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. 4. Lâche le contrôle et laisse la vie circuler. Avoir besoin de tout prévoir n'est pas de la prudence, c'est de la peur. C'est ton esprit qui essaie de construire une impression de sécurité absolue dans un monde qui n'a jamais été et ne sera jamais totalement prévisible. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus la vie semble filer entre tes doigts. Le problème, ce n'est pas vouloir se préparer. Le problème, c'est croire que tu ne peux agir que lorsque tout est garanti, expliqué, organisé, sécurisé. Et ça n'arrive jamais. Tu restes bloqué au même endroit, en attendant une permission qui ne vient jamais. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de voir tout le chemin pour commencer. Tu as seulement besoin de voir la prochaine étape. Pense au phare d'une voiture la nuit. Il n'éclaire que quelques mètres. Et pourtant, tu traverses des villes entières. C'est comme ça que la vie fonctionne. La clarté ne vient pas avant l'action, elle apparaît pendant que tu avances. La certitude est une illusion réconfortante. Le mouvement est la seule clarté réelle. Plus tu marches, plus le chemin apparaît. Plus tu agis, plus la vie te montre ce que tu ne pourrais jamais découvrir en restant assis, à penser, imaginer, essayer de deviner chaque détail avant de vivre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois commencer avec celles que tu as, même si elles sont peu nombreuses, même si elles te semblent petites. Pense à quelqu'un qui repousse un projet,
parce qu'il ne sait pas encore tout, à la formation qu'il ne fait jamais parce qu'il ne maîtrise pas tous les modules, au business qu'il n'ouvre pas parce qu'il ne comprend pas encore tous les détails, à la conversation importante qu'il évite parce qu'il n'a pas trouvé les mots parfaits. Ce qui manque, ce n'est pas la connaissance, c'est le premier pas. Les stoïciens rappelaient toujours que la clarté naît du mouvement. Cléante, disciple de Zénon, disait que c'est en marchant que l'esprit s'éclaire. Une phrase simple et puissante qui résume tout. Tu penses mieux en agissant, tu comprends mieux en vivant, tu vois mieux quand tu arrêtes d'attendre que la route se dessine toute seule. Quand tu fais le premier pas, le monde répond. Quand tu fais le deuxième, la route apparaît. Et quand tu acceptes que c'est comme ça, par réponse, ajustement, le poids de la perfection tombe, la peur diminue, et la vie recommence enfin à avancer. Alors, si tu es vraiment déterminé à avancer même sans tout savoir, écris dans les commentaires « Je continue avec ce que j'ai ». Un rappel que la route n'apparaît que pour ceux qui marchent. 5. Arrête de saboter ton propre progrès. Tu as déjà remarqué que justement au moment où la vie commence à t'ouvrir une porte, tu disparais, tu hésites, tu repousses, tu te distrais, tu crées des problèmes qui n'existent pas, ou tu perds le rythme sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un manque de force, c'est du conditionnement. Pendant très longtemps, ton système nerveux a appris que ce qui est connu, même douloureux, est plus sûr que ce qui est inconnu. C'est pour cela que, quand quelque chose de bon est sur le point d'arriver, le corps se met en alerte et tente de te ramener vers la zone familière. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit confond la croissance avec une menace. Vois les choses ainsi, c'est comme essayer d'avancer en appuyant sur l'accélérateur alors que le frein à main est serré. Tu sens le mouvement vouloir se produire, mais quelque chose à l'intérieur te bloque, te retient, te tire en arrière. Et c'est là que se trouve une vérité que presque personne ne dit. Tu ne crains pas l'échec, tu crains de ne pas échouer. Parce que vivre un niveau supérieur exige une nouvelle identité, exige un nouveau comportement, exige de nouvelles responsabilités. Et cela peut effrayer quelqu'un qui a passé des années à seulement essayer de survivre. Le chaos, aussi douloureux soit-il, est familier. Alors que la réussite est un territoire inconnu et l'esprit essaie toujours de te protéger de ce qu'il ne connaît pas. L'autosabotage n'est rien d'autre que le corps qui dit « Je ne sais pas encore vivre cette vie plus grande ». C'est ici que la sagesse stoïcienne intervient. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » En d'autres termes, les stoïciens savaient que la difficulté grandit quand on lui tourne le dos et diminue lorsqu'on décide de l'affronter, un pas après l'autre. Et le plus important, c'est que cela s'apprend, cela se travaille, cela se reprogramme. Pas à pas, victoire après victoire, répétition après répétition. Chaque fois que tu agis avec peur mais que tu avances quand même, tu apprends à ton corps que ce nouvel endroit est sûr et l'autosabotage perd de sa force. La question est, vas-tu rester prisonnier de l'ancien cycle ou vas-tu apprendre à ton corps que ce niveau supérieur t'appartient de plein droit? Aujourd'hui, choisis une seule petite action qui représente ce niveau supérieur. Envoyer un message, envoyer un CV, commencer un projet, appeler quelqu'un, étudier quelque chose, faire ce pas que tu repousses toujours et fais-le avant que le doute n'apparaisse. N'attends pas la confiance, n'attends pas la sécurité. Agis et la sécurité viendra ensuite. L'autosabotage ne résiste pas à de petits actes de courage répétés chaque jour. Si ce sujet t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'interromps le cycle ». C'est la première étape pour que ton système nerveux apprenne que grandir est aussi quelque chose de sûr. 6. Arrête de vivre dans le « un jour ». Un jour est le cimetière de tes rêves. Chaque fois que tu dis « un jour je le ferai »,« un jour je commence »,« un jour je change », cette promesse vide est repoussée encore et encore jusqu'à devenir ce que tu sais très bien. Jamais. L'esprit adore tout repousser vers le futur, parce que cela te protège du risque du présent. Dire un jour donne une fausse impression de sécurité, comme si tu avais encore un temps infini pour faire ce qui doit être fait. Mais la vérité est simple. Plus tard n'existe pas et demain n'est jamais garanti. C'est comme rester planté devant la porte de chez toi à attendre la météo parfaite pour sortir, pendant que la vie, elle, se déroule déjà dehors. Tu regardes le ciel, tu observes les nuages,
Tu réfléchis encore un peu, et quand tu t'en rends compte, la journée est terminée. Tu n'as pas vécu, tu as seulement repoussé. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas d'attendre le moment idéal. C'est de faire le premier pas et d'ajuster ton chemin en avançant, c'est de commencer sans toutes les réponses, sans certitude, sans garantie. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient parce que tu agis. Et voici un point que presque personne ne mentionne. Tout rêve repoussé se transforme en culpabilité. Et la culpabilité est une des formes les plus silencieuses de paralysie. Elle te fait regarder en arrière, te juger, te comparer, te punir, mais elle ne te met jamais en mouvement. La culpabilité n'enseigne rien, n'organise rien, elle ne fait que te maintenir exactement au même endroit. Et c'est ici que la sagesse stoïcienne intervient avec précision. Épictète disait « La personne immature culpabilise les autres. Celle qui commence à mûrir se culpabilise elle-même. Mais la personne mûre ne culpabilise ni elle-même ni personne. » Qu'est-ce que cela signifie? Que culpabiliser, que ce soit le monde ou toi-même, ne te mène nulle part. Ce n'est pas la culpabilité qui crée le mouvement, c'est la responsabilité, la décision, l'action. Et voici la question que tu dois te poser maintenant. Combien de choses importantes laisses-tu pourrir sur l'étagère du « un jour » et combien d'entre elles font encore partie de la vie que tu veux vraiment construire? La vie répond au mouvement, jamais à l'intention, et tout rêve que tu n'exécutes pas se transforme en poids, en culpabilité, en frustration silencieuse, cette sensation constante que tu pourrais être beaucoup plus loin, mais que tu restes immobile. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, transforme cette prise de conscience en mouvement dès maintenant. Commente. Aujourd'hui est le jour. 7. Arrête d'abandonner ton enfant intérieur. L'enfant que tu as été est toujours là, silencieux, caché, mais présent dans chaque réaction qui semble exagérée, dans chaque peur qui te paralyse, dans chaque tristesse qui apparaît sans prévenir, dans chaque auto-sabotage que tu n'arrives pas à expliquer. Ces mouvements ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des demandes de sécurité. Ce sont des parties de toi qui sont restées figées dans le temps, en attendant que quelqu'un finisse enfin par dire « Je suis là, tu es en sécurité ». C'est pour ça que tant d'auto-sabotages paraissent irrationnels. Ils ne viennent pas de ta version adulte, mais de la partie blessée qui croit encore devoir se protéger à n'importe quel prix. La même partie qui a appris à plaire, à se taire, à éviter les conflits, à fuir tout ce qui semblait dangereux, même quand ça ne l'est plus. Se reparentaliser, c'est ça. Donner aujourd'hui ce que tu n'as pas reçu hier. De la validation quand tu te sens petit, de l'amour quand la peur serre trop fort, du calme quand ton esprit s'emballe, de la sécurité émotionnelle quand le monde paraît trop grand. Ce n'est pas revenir dans le passé, c'est assumer le rôle que personne n'a pu assumer pour toi. C'est regarder en toi et dire à cet enfant qui vit dans tes émotions « Maintenant je prends soin de toi. Maintenant tu n'es plus seul. » C'est le plus grand pouvoir que le stoïcisme peut t'enseigner. Agir sur ce que tu peux contrôler. Le stoïcisme ne te demande pas d'effacer le passé, ni de faire comme si rien ne t'avait touché. Il t'apprend à mettre ton énergie là où elle transforme vraiment, dans tes attitudes, dans les interprétations que tu choisis, dans la manière dont tu réponds à ce que tu ressens. Quand tu accueilles ton enfant intérieur, tu fais justement cela. Tu utilises ce qui est sous ton contrôle pour guérir ce qui te contrôlait avant. Tu ne changes pas ce que tu as vécu, mais tu changes ce que tu en fais aujourd'hui. Et c'est ça l'essence de la philosophie stoïque. Transformer l'impact, pas les faits. Et quand tu agis avec cette conscience, tes réactions cessent d'être du désespoir et deviennent de la clarté. La vie cesse d'être une menace et devient un chemin. L'autosabotage cesse d'être un ennemi et devient une demande claire de guérison, une invitation à enfin t'écouter. Si cette vérité a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires « J'accueille mon enfant intérieur ». Un engagement silencieux envers la partie de toi qui a attendu toute une vie pour être enfin vue, entendue et protégée. 8. Arrête de croire que la réussite va réparer ta vie. Une des illusions les plus dangereuses, c'est de penser que le jour où tu auras plus d'argent, plus de conquêtes, plus de reconnaissance, tout à l'intérieur de toi va enfin s'aligner comme par magie. Mais rien d'extérieur ne guérit ce qui est intérieur. Pense à la réussite comme à un amplificateur. Elle augmente simplement le volume de ce qui existe déjà en toi. Si tu vas bien, elle élargit cette force, mais si tu es blessé, elle augmente le bruit,
l'insécurité, la comparaison, l'auto-exigence, cette sensation de vide qui s'infiltre sans que tu t'en rendes compte. Quand tu utilises tes réussites comme une fuite, tu peux même construire une vie jolie de l'extérieur, mais tu crées une prison à l'intérieur. La course permanente devient un masque élégant pour des émotions non résolues. Plus tu t'occupes, moins tu regardes ce qui fait mal, sauf qu'il y a un problème. La note arrive toujours, parce que la réussite ne répare pas l'estime de soi. Elle ne comble pas les manques émotionnels. Elle ne guérit pas les blessures anciennes. Elle ne fait que révéler et intensifier ce que tu essaies de cacher. C'est comme essayer de couvrir une fissure dans un mur, avec une couche de peinture neuve. Pendant quelque temps, tout paraît parfait, mais la fissure est toujours là, silencieuse, attendant le bon moment pour réapparaître, encore plus grande. Ta vie extérieure ne devient légère que lorsque ton monde intérieur est en ordre. Et prendre soin de l'intérieur n'est pas un luxe, c'est la base qui t'empêche de t'effondrer quand l'extérieur finit par arriver. Avant de chercher plus, prends mieux soin de toi. Avant de vouloir monter, renforce tes fondations. Avant de demander la grandeur, accorde de l'attention à ce qui doit encore être réglé en silence. Si cette vérité a résonné en toi, écris dans les commentaires « Je prends soin de mon intérieur ». Un symbole que tu choisis de grandir de l'intérieur avant que la réussite n'amplifie ce que tu n'as pas encore eu le courage de regarder. 9. Brise l'habitude du perfectionnisme. Le perfectionnisme n'est pas une exigence élevée, c'est de la peur déguisée en compétence. C'est cette voix intérieure qui te dit « Si ce n'est pas parfait, je ne suis pas en sécurité ». Et quand tu crois à cette voix, chaque pas devient une menace. Tu réfléchis trop, tu relis trop, tu repousses trop. Et ce qui devait être un simple détail se transforme en un mur entier entre toi et la vie que tu veux construire. Pense à toutes les situations où cela t'a déjà bloqué. Peut-être que tu as renoncé à envoyer un CV parce que tu pensais devoir être plus près. Peut-être que tu as repoussé un projet parce que le logo n'était pas parfait, ou que tu as laissé de côté quelque chose de simple à publier parce que la vidéo aurait pu être un peu meilleure. Parfois, le perfectionnisme apparaît jusque dans les plus petites choses. Réécrire le même message 10 fois, répéter une présentation jusqu'à perdre tout naturel, passer des heures à ajuster quelque chose que personne ne remarquerait. Au final, tu ne vis pas, tu édites ta vie. Le perfectionnisme tue des projets avant même qu'ils ne naissent. Il étouffe des idées qui avaient du potentiel. Il paralyse des rêves qui n'avaient besoin que d'un début simple. C'est comme essayer de construire une maison, mais refuser chaque brique parce qu'aucune ne semble assez bonne. À la fin, il n'y a pas de construction, seulement de beaux plans rangés dans un tiroir. Arthur Schopenhauer a écrit quelque chose qui correspond parfaitement ici. Celui qui a peur d'être dépassé s'est déjà placé en dessous. C'est ça, l'essence du perfectionnisme. La peur d'être vu en train d'échouer, la peur de ne pas correspondre, la peur de paraître petit. Sauf que cette peur, justement, c'est elle qui te garde petit. La vérité est dure mais libératrice. Le parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu fais, ce que tu commences, ce que tu maintiens. Le fait te transforme, le parfait t'emprisonne. Le fait ouvre la voie, le parfait te fige. Le fait te rapproche de la vie, le parfait t'en éloigne. Regarde comme ça apparaît dans le quotidien. L'écrivain qui passe des années à polir le premier chapitre et qui n'écrit jamais le deuxième, le musicien qui ne sort jamais une seule musique parce que elle n'est pas encore au niveau, l'étudiant qui étudie tellement avant de commencer qu'il ne commence jamais, l'entrepreneur qui a tout prévu mais qui n'ouvre jamais sa porte. Tu as déjà remarqué que ceux qui évoluent vite ne sont pas ceux qui font parfait. Ce sont ceux qui font beaucoup. Ceux qui essaient, testent, se trompent, ajustent, essaient encore. Ceux qui comprennent que la répétition construit une force que l'idéalisation ne construira jamais. Personne n'améliore ce qu'il ne commence pas. Personne n'évolue dans ce qu'il ne pratique pas. Personne ne construit du courage en attendant le scénario idéal. Tu grandis en faisant, pas en imaginant. Si ce que tu viens de lire a fait écho en toi, transforme cette compréhension en symbole. Commente. Le fait vaut mieux que le parfait. Et rappelle-toi, chaque fois que tu choisis le fait plutôt que le parfait, tu choisis ta liberté. 10. Arrête d'avoir peur d'échouer. L'échec ne détruit personne, ce qui détruit, c'est le sens que tu lui donnes. Échouer ne dit pas « tu es incapable », ça dit simplement « tu es en train d'apprendre ».
L'esprit crée un drame autour de l'erreur parce qu'il essaie de protéger ton ego, pas ta croissance. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent avant même de commencer. Ce n'est pas la peur de tomber, c'est la peur de ce que la chute va dire d'eux, la peur d'avoir l'air ridicule, pas prêt, jugé. Sauf que l'échec n'est pas une sentence, c'est un processus. C'est le chemin inévitable de toute personne qui construit quelque chose de réel. Personne ne traverse un pont tout neuf sans entendre quelques grincements. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer. Ça veut simplement dire que tu marches sur un terrain nouveau. Pense à ça. Aucun maître n'a commencé maître. Tous ont commencé disciples. Tous ont commencé avec des mains qui tremblent, des pas incertains, des résultats minuscules. Et c'est exactement à ce moment que la phrase d'Épictète devient un phare dans l'obscurité. Si tu veux t'améliorer, sois heureux d'être considéré comme un fou ou un ignorant. Pas parce que tu l'es, mais parce qu'il est impossible de grandir sans traverser cette phase où les autres ne voient pas encore ce que tu es en train de devenir. Le succès n'est rien d'autre que du courage répété. C'est se tromper, ajuster, réessayer. C'est transformer les faux pas en marche. C'est avancer alors que ton esprit essaie de te convaincre d'arrêter. L'échec ne te diminue pas, il te façonne. Il renforce ton caractère, il aiguise ta clarté, il expose ce qui doit être amélioré et il construit la confiance qui n'existe que chez ceux qui sont passés par le feu et qui ont continué à marcher. Il existe une vérité qui libère. Tu n'as pas besoin de plus de confiance pour agir. La confiance est une conséquence. Ce dont tu as besoin, c'est de courage pour continuer. Même sans garantie, même sans contrôle, même sans la certitude que ça va fonctionner. Toute croissance exige que tu acceptes d'avoir l'air débutant pendant un moment. Tout talent naît de quelqu'un qui a eu le courage d'être mauvais au début. Tout grand destin passe par la route des petites erreurs. Et plus vite tu comprends ça, plus ta vie devient légère, parce que tu arrêtes de traiter l'échec comme un ennemi, et tu commences à le voir comme un tailleur de pierre, comme le processus brut et nécessaire de la construction de la personne que tu veux devenir. C'est ça le point central. L'échec ne marque pas la fin de ton histoire, il marque le début de ton évolution réelle. Et quand tu montes à ce niveau de conscience, la vie cesse d'être une tentative permanente d'éviter les chutes et devient un chemin de croissance constante, où chaque faux pas devient clarté, chaque erreur devient direction, et chaque pas de travers devient un entraînement pour le prochain pas juste. Et c'est ici que tout se rejoint. Tu ne peux pas porter l'ancien et entrer dans ta nouvelle vie en même temps. L'une des versions doit rester derrière. Et que ce soit toujours la version qui te diminuait, la version qui te retenait, la version qui survivait mais ne vivait pas. Parce que ce n'est que lorsqu'elle s'en va que la version qui t'honore, qui te renforce et qui te représente vraiment trouve enfin l'espace pour respirer, grandir et prendre le contrôle de ton histoire. Grandir, c'est ça. C'est choisir qui tu veux être, choisir quelle identité tu nourris et quelle identité tu décides de laisser se reposer. C'est avoir le courage de lâcher ce qui te rétrécissait pour pouvoir accueillir ce qui t'a grandi. Et au bout du compte, la plus grande libération, c'est comprendre que la vie que tu désires ne dépend ni de la chance, ni d'une permission extérieure, ça dépend seulement du courage de ne plus porter ce qui n'a plus de place en toi. Merci d'être resté jusqu'ici. Oblige-toi à faire le premier pas, même seul, même quand personne ne te soutient, parce que ton évolution ne peut pas dépendre des applaudissements, ni de la motivation, ni de la compagnie. Si tu attends que quelqu'un te pousse, tu ne bougeras pas d'un centimètre. La vérité est claire. Tant que tu crois avoir besoin d'approbation pour agir, ta force restera entre les mains des autres, et ta vie va continuer instable, lente et enfermée dans les mêmes cycles. Les stoïciens ont compris tôt une leçon que beaucoup mettent une vie entière à assimiler. Marcher seul fait partie de la croissance. La vraie force ne naît pas de ceux qui marchent à tes côtés, mais de la discipline que tu pratiques quand personne ne regarde, des choix que tu fais dans le silence, et de l'autocontrôle que tu construis quand personne n'applaudit. C'est cette constance, ces petites décisions intérieures, cet engagement quotidien envers toi-même qui produit des résultats réels. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 9 habitudes stoïciennes qui renforcent cette indépendance intérieure et qui t'entraînent à continuer, même sans soutien, même sans témoin. Des habitudes qui empêchent la peur, le doute ou la solitude de te tirer en arrière, parce qu'il y aura des jours où personne ne viendra te sauver, personne ne reconnaîtra tes efforts,
Personne ne ressentira ta douleur. Et dans ces jours-là, ce qui te maintient debout, ce n'est pas la motivation, c'est la détermination. Quand tu agis guidé par cette conviction intérieure, le monde cesse de te bloquer et commence à laisser de la place pour ta transformation. Avant que l'on commence, je te demande seulement 2 choses. Mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu aides ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de se rappeler de leur propre force. Pratique 1. Personne ne va vivre ta transformation à ta place. Notre première leçon est simple à comprendre, mais difficile à accepter. Tout ce que tu dois traverser, tu le vis seul. Il existe des personnes qui t'aiment, qui veulent ton bien, qui feraient l'impossible pour t'alléger. Mais il y a des batailles que toi seul peux affronter. Parce que la vie, à certains moments, ferme la porte derrière toi et te laisse seulement avec ce que tu ressens, avec ce que tu crains et avec ce que tu dois décider. Il y a des nuits où personne n'atteint la profondeur de ta douleur. Il y a des choix que personne ne peut prendre à ta place. Il y a des chutes que tu dois sentir pour apprendre à te relever. Et plus tôt tu comprends cela, plus tôt tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver et tu commences enfin à te redresser. Tu peux vouloir de la reconnaissance, tu peux espérer que l'on voit tes efforts, tu peux rêver d'un geste de validation qui te redonne des forces. Mais cet espoir te garde coincé et fragile, parce qu'il te fait croire que ta croissance dépend de l'initiative de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, la seule force capable de faire avancer ta vie, c'est la tienne. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton esprit pour organiser tes pensées. Personne ne marche à ta place quand tu te figes. Personne ne respire profondément pour toi quand la peur serre ta poitrine. Le progrès commence exactement au moment où tu reprends ce territoire, quand tu comprends que personne ne peut ressentir pour toi, choisir pour toi, changer pour toi. Et pourtant, c'est la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir, parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne dépend de l'humeur des autres, du soutien des autres ou de l'opinion des autres. Grandir devient un acte intime, mûr et silencieux, un engagement entre toi et la personne que tu décides de devenir. Écris dans les commentaires « Je marche pour moi ». Aujourd'hui, tu arrêtes d'attendre de la validation, de la reconnaissance, de la permission et tu commences, enfin, à te construire. Pratique 2. Arrête de rechercher la validation émotionnelle. C'est dans la nature humaine de vouloir être entendu, de vouloir sentir que quelqu'un comprend ce que tu traverses. Mais il existe une vérité que personne n'aime reconnaître. Quand tu dépends du soutien émotionnel des autres pour continuer, tu construis ta force sur un terrain emprunté. Et un terrain emprunté ne soutient personne très longtemps. Les gens ont leurs limites, leurs problèmes, leurs propres mauvais jours. Et si chaque fois que tu trébuches, tu dépends de quelqu'un pour te relever, tu resteras au sol dès que l'autre sera occupé avec sa propre vie. C'est pour cela que tu dois développer une force qui n'oscille pas avec l'humeur des autres. Vivre ainsi, c'est comme essayer d'avancer avec une canne qui n'est pas la tienne. Parfois, elle est là, parfois non. Et chaque fois qu'elle manque, tu tombes. La vie devient instable, imprévisible, épuisante. Tu dois marcher avec tes propres jambes émotionnelles, non pas parce que tu ne mérites pas de soutien, mais parce que tu ne peux pas en dépendre pour exister. Apprends à te relever par conviction, pas par encouragement. Arrête de dépendre de l'enthousiasme des autres, d'attendre un mot d'encouragement, de vouloir être compris dans chaque décision. Cela ne fait que te fragiliser, parce que cela place ton destin entre les mains de ceux qui ne peuvent pas le vivre à ta place. La véritable sécurité naît quand tu fais ce qui doit être fait, même sans applaudissements, quand tu agis par décision et non par manque, quand tu continues même sans témoin. C'est à ce moment-là que le respect de soi apparaît, silencieux, solide, incontestable. Il existe un moment dans la vie où personne ne voit ton effort, personne ne connaît ton fardeau, personne ne perçoit ta lutte intérieure. Et c'est précisément là, quand tu choisis de rester debout sans public, que tu découvres ta véritable force. Comme l'a dit Montaigne, l'âme qui a trouvé son propre centre n'a besoin de s'appuyer sur personne d'autre. Il ne parlait pas de froideur, il parlait de maturité, du pouvoir d'être quelqu'un qui se soutient lui-même et qui, justement pour cela, peut offrir davantage au monde. Arrêter de demander du soutien émotionnel, ce n'est pas se fermer à l'amour. C'est apprendre à avancer sans demander la permission. C'est arrêter d'attendre que quelqu'un te sauve. C'est construire ta base au lieu d'en mendier une.
Parce que quand un homme apprend à gérer sa propre émotion, il cesse d'exiger des autres ce qu'ils n'ont jamais su donner. Il cesse de réclamer, d'attendre, de dépendre. Il devient quelqu'un qui se complète et qui, justement pour cela, déborde. Commence à te répéter « Aujourd'hui, je me soutiens. Aujourd'hui, je me relève. Aujourd'hui, je me complète. » C'est ce changement profond dont tu as besoin. T'obliger à avancer par toi-même jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle identité. Pratique 3. Laisse la solitude te renforcer. Il arrive un moment où tu réalises que personne ne peut parcourir certaines parties du chemin à ta place. Et c'est justement là que la solitude apparaît. Non pas pour te blesser, mais pour te construire. La solitude est l'endroit où la vérité te rattrape enfin. Quand tu es seul, il n'y a pas de distraction, pas de public, pas quelqu'un pour adoucir ce que tu dois affronter. Il n'y a que toi, tes pensées et ce qui doit être changé. Beaucoup de gens fuient cette sensation, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le silence révèle trop de choses. Il montre où tu te caches, où tu repousses, où tu n'es pas encore honnête avec toi-même. Mais grandir exige cela, voir ce qui fait mal avant de transformer ce qui compte vraiment. Quand tu es entouré de gens, il est facile de te distraire avec les émotions des autres. Mais quand le bruit s'arrête, tu entends la seule voix qui change réellement ta vie, la tienne. Et elle demande sans douceur, est-ce que tu vis comme quelqu'un que tu veux devenir, ou est-ce que tu fais seulement passer les jours? Cette confrontation est inconfortable, mais libératrice, parce que c'est là que tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu peux avancer seul, et ça, c'est de la force, de la vraie force. Une force qui ne dépend pas de l'approbation, du soutien, de la compagnie ou de l'encouragement. La solitude t'entraîne à continuer même quand personne ne voit ton effort. Elle t'entraîne à agir par conviction, pas pour être applaudi. Elle t'entraîne à ne pas t'arrêter simplement parce que personne ne te comprend. Et, à mesure que tu apprends à marcher ainsi, quelque chose commence à changer en toi. Le respect que tu as pour toi-même grandit, parce que tu réalises que, même dans les jours les plus lourds, tu ne t'effondres pas, tu te relèves. C'est pour cela que la solitude renforce certains et détruit d'autres. Ceux qui la fuient restent toujours dépendants de mains extérieures, mais ceux qui apprennent avec elle reviennent plus solides, plus conscients, plus sûrs d'eux. Et alors, tu commences à vouloir des gens dans ta vie par choix, pas par besoin. Tu ne cherches plus une présence pour remplir un vide, tu cherches une connexion qui a du sens. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, tu es déjà entier. La solitude t'offre ce cadeau, l'indépendance émotionnelle. Elle te rappelle que tu es capable d'avancer, même si personne ne marche à tes côtés à ce moment-là. Alors écoute bien, la solitude n'est pas une sentence, c'est une invitation à découvrir la force qui n'apparaît que lorsque le monde se tait. Pratique 4. Coupe la plainte. Se plaindre paraît être quelque chose de petit, presque anodin, mais en réalité, c'est l'une des habitudes qui t'affaiblissent le plus de l'intérieur. Chaque fois que tu te plains, tu envoies un message direct à ton propre esprit. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux pas changer, je suis plus petit que mes problèmes. Et quand ce discours se répète, il s'enracine. Il devient une manière de penser, il devient une identité, il devient cette voix qui te convainc que rien n'avance, que rien ne vaut l'effort, que tu as déjà tout essayé. Se plaindre est le langage de celui qui abandonne, avant même d'essayer. Je le sais parce que j'ai vécu des années comme ça, en me plaignant des injustices, des opportunités qui ne sont jamais arrivées, de ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, et même de mes propres choix. Et, à ce moment-là, tout semblait juste. Cela semblait être mon droit, mais cela ne m'a jamais donné de force, jamais donné de clarté, et cela ne m'a jamais rapproché de la vie que je voulais. Au contraire, me plaindre faisait de moi un spectateur de ma propre histoire. Cela me laissait attendre des solutions qui ne venaient jamais, en croyant que quelqu'un devait changer quelque chose pour moi. Et peu à peu, cela m'a poussé vers le cynisme, cette sensation dangereuse que rien ne change, que rien ne vaut la peine, que rien ne fait la moindre différence. C'est comme ça que l'on commence à mourir de son vivant, quand on cesse d'agir et qu'on se contente de réagir. Le tournant est arrivé quand je me suis posé la question la plus difficile de toutes. Quelle part de ma douleur suis-je en train d'alimenter parce que je ne fais pas ce que je sais que je dois faire?
Cette question m'a frappé comme un coup de poing. J'ai compris qu'une partie de ma souffrance ne venait pas des problèmes, mais de ma passivité, des excuses, des plaintes que j'utilisais pour ne pas changer. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai arrêté de faire semblant d'être une victime. J'ai repris le contrôle. J'ai décidé que je ne voulais plus être quelqu'un qui montre du doigt ce qui est mauvais. Je voulais être quelqu'un qui résout. J'ai commencé par une question simple, qui a changé tout mon comportement. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas ce que les autres devraient faire. Pas pourquoi c'est injuste. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire avancer ma vie d'1 centimètre? Cette question a ouvert des chemins là où je ne voyais que des murs. Là où il y avait de la colère, un élan est apparu. Là où je pensais abandonner, j'ai commencé à décider. Je suis passé de spectateur à protagoniste. Et peu à peu, j'ai commencé à retrouver du respect pour moi. Parce que c'est ce que l'action fait. Elle rend la dignité. La plainte vole. L'action rend. La vie continue d'être difficile. Les injustices continuent d'exister. Mais moi, j'ai changé, et quand tu changes, tout autour commence à répondre d'une autre manière. Le monde ne donne rien à celui qui se plaint, mais il ouvre des portes à celui qui persévère, à celui qui transforme l'indignation en mouvement, à celui qui prend le peu qu'il a et construit quelque chose. Aujourd'hui, si quelque chose me fait mal, je ne me plains pas, j'affronte. S'il me manque quelque chose, je ne m'apitoie pas, je cherche. Si quelque chose m'indigne, je ne crie pas, j'agis. Et si je suis seul, sans applaudissements, sans compagnie, je continue de la même manière, parce que maintenant je dépends de mes jambes, pas des attentes des autres. Celui qui se plaint a besoin de complices pour justifier sa propre paralysie. Mais celui qui a décidé de grandir ne cherche pas des excuses, il cherche une direction. Et quand ce changement arrive, une phrase disparaît de ta vie. Je n'y arrive pas. Parce que tu y arrives, tu as toujours pu y arriver. Tu avais seulement besoin d'arrêter de te plaindre et de commencer. Pratique 5. Trouve la validation en toi, pas chez les autres. Pendant très longtemps, j'ai vécu en attendant que quelqu'un me dise « Tu es sur la bonne voie ». Je pensais avoir besoin de ça pour continuer, comme si ma valeur dépendait d'un « bravo » venant de l'extérieur. Et peut-être que tu connais cette sensation. Quand on te félicite, tu respires. Quand on ne te félicite pas, tu t'effondres de l'intérieur. Le problème est simple, mais personne ne le dit. Tant que tu dépends de l'approbation des autres, tu ne te feras jamais vraiment confiance. Je m'en suis rendu compte tard. J'ai passé des années à vouloir plaire, à vouloir prouver, à essayer d'être suffisant pour une norme dont je ne savais même pas à qui elle appartenait. Et chaque fois que la reconnaissance arrivait, je me sentais fort. Mais quand elle n'arrivait pas, je commençais à douter même des décisions qui avant me semblaient tellement miennes. Jusqu'à ce qu'un soir, dans l'un de ces moments que personne ne voit, je me suis posé une question qui a tout changé. Ai-je vraiment besoin de l'approbation de quelqu'un pour la vie que je veux vivre? La réponse m'a dérangé, parce que je savais que je laissais une autre personne, parfois même un inconnu, décider si je devais continuer ou m'arrêter. À partir de ce jour, j'ai commencé quelque chose de simple. J'ai arrêté de demander des signes extérieurs et j'ai commencé à me poser seulement ceci. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais? Est-ce que j'ai été honnête avec moi aujourd'hui? Si la réponse était oui, c'était suffisant. Pas parfait, pas brillant, suffisant. Et c'est là que tout a commencé à changer. Et quand j'ai cessé d'avoir besoin de témoins, j'ai découvert une force que je n'avais jamais connue. La force de ne pas demander la permission d'exister. Diogène disait « La liberté naît lorsque le besoin disparaît ». Et cela m'a donné une paix que personne n'avait réussi à me donner auparavant. Être ta propre source de validation, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'isolement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. C'est refuser de remettre ton humeur, ton rythme et ta confiance entre des mains qui changent d'avis tout le temps. Quand tu apprends à te valider de l'intérieur, tu arrêtes de te rétrécir pour rentrer dans des espaces trop petits. Tu marches plus léger, plus ferme, plus honnête. Tu arrêtes de demander la permission d'être qui tu es. Et voici la vérité qui fait mal, mais qui libère. Si tu veux que le monde te respecte, commence par arrêter de demander l'approbation. Le respect naît de la posture, et la posture naît de la clarté intérieure. Alors, fais-en une habitude quotidienne. Regarde-toi, regarde ce que tu as fait aujourd'hui et réponds avec sincérité. Ai-je été fidèle à ce que je crois? Si la réponse est oui, tu as déjà la validation qui compte,
Tout le reste n'est qu'un écho. Pratique 6. Fais de ta douleur le carburant de ton rebond. La douleur fait partie de la vie. Peu importe qui tu es, peu importe à quel point tu essaies d'y échapper, à un moment donné, quelque chose va te blesser, te frustrer ou te décevoir. Et la vraie question n'a jamais été « comment vivre sans douleur ?», mais plutôt « qu'est-ce que tu vas en faire ?» Parce qu'il existe une différence immense entre souffrir et se laisser conduire par la souffrance. Certaines personnes utilisent la douleur pour s'arrêter, d'autres utilisent la douleur pour commencer. Et la différence entre elles ne vient pas de ce qu'elles ressentent, mais de l'attitude qu'elles adoptent après avoir ressenti. La douleur n'apparaît pas pour te détruire. La douleur apparaît pour te réveiller. Elle te dit « quelque chose doit changer ». Elle te montre ce que tu dois laisser partir, qui tu dois devenir et quelle partie de ta vie ne peut plus rester telle qu'elle est. Perdre fait mal, être rejeté fait mal, échouer fait mal. Mais il existe une douleur encore plus profonde. La douleur de rester le même alors que tu sais déjà que tu pourrais être davantage. La douleur est l'appel, la croissance est la réponse. Pense à quelque chose de simple. Un muscle ne se développe qu'après avoir été déchiré, une flèche n'avance qu'après avoir été tirée en arrière, et un esprit ne mûrit vraiment que lorsqu'il traverse ce qu'il aurait préféré éviter. La douleur, c'est exactement ce recul qui prépare l'élan. Le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent la douleur comme argument pour abandonner. C'était trop difficile. J'ai déjà perdu patience. Je n'en peux plus. Sauf qu'à chaque fois que tu dis ça, tu donnes à la douleur le pouvoir de décider qui tu vas devenir. Tu ne peux pas empêcher la vie de te blesser, mais tu peux empêcher qu'elle te brise. Et ça commence au moment où tu regardes tes cicatrices sans honte. Pas comme des marques de ce que tu as perdu, mais comme des preuves silencieuses de tout ce que tu as surmonté. Chaque cicatrice est un jour où tu es resté debout, alors qu'il aurait été plus facile de tomber. Elle ne te diminue pas, elle prouve que tu tiens bon. Alors ne demande pas une vie sans douleur, demande la force de traverser, demande la clarté pour comprendre, demande le courage de transformer. Parce que la douleur qui te sert aujourd'hui peut être exactement ce qui te prépare à une version plus forte de toi demain. Parfois, perdre ce qui semblait essentiel est la seule façon de trouver qui tu es vraiment. Parfois, la douleur qui te fait le plus mal est la même qui te réveille. Arrête de regarder ta douleur comme si c'était une punition. Vois-la comme un entraînement. Regarde-la comme un levier, comme une opportunité qui n'apparaît que lorsque tu es prêt à faire un pas de plus. La vie répète les circonstances jusqu'à ce que tu apprennes à les affronter. Et quand tu apprends vraiment, plus rien ne peut te briser. Parce que même ce qui était venu pour te blesser commence à t'impulser, et au bout du compte, tu comprends quelque chose de simple et de puissant. La douleur n'a jamais été la fin du chemin. Ça a toujours été le début de ta force. Pratique 7. Crée une discipline même quand personne n'est là. Il existe une forme de force qui n'apparaît dans aucune photo, qui ne provoque aucun applaudissement, et qui ne devient jamais un titre de journal, mais c'est exactement elle qui façonne la personne que tu deviens. C'est une force qui naît dans les moments où personne ne regarde, quand il n'y a aucune attente, quand il n'y a pas de scène à impressionner. La plupart des gens ne fonctionnent que sous le regard des autres. Quand il y a de la pression, ils se bougent. Quand il y a de la reconnaissance, ils se surpassent. Mais ça, ce n'est pas de la discipline. C'est une réaction. La vraie discipline existe quand la seule raison de continuer, c'est toi. Pense à une maison en construction. La partie la plus importante, les fondations, c'est exactement ce que personne ne voit. Elles n'apparaissent pas sur les photos, elles n'ont rien d'esthétique. Elles ne reçoivent aucun compliment. Mais tout ce qui reste debout dépend précisément de ce qui se passe dans l'invisible. Ta vie fonctionne de la même façon. Ce que tu fais quand tu es seul est ce qui soutient tout ce que tu montres au monde. La discipline, c'est du silence. C'est toi qui te lèves un peu plus tôt même sans envie. C'est toi qui fais ce qu'il faut, même sans témoin. C'est toi qui respectes la promesse que tu t'es faite à toi-même, et non celle que tu fais pour être vu. Et voilà la partie que presque personne n'accepte. Le progrès met du temps à apparaître, et pendant cet intervalle, tu vas travailler pendant des jours et des jours sans voir le moindre retour. C'est pour ça que tant de gens abandonnent. Ils veulent des résultats rapides, une reconnaissance immédiate, une garantie instantanée, mais la maturité, c'est comprendre que rien de profond ne pousse au rythme de l'anxiété.
La discipline t'enseigne justement ça. Ce que tu fais aujourd'hui sans applaudissements, c'est ce qui t'emmène demain là où peu de gens arrivent. Et il existe une paix profonde quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'être observé pour t'engager. Tu commences à agir parce que ça a du sens, pas parce que quelqu'un attend quelque chose de toi. Tu cesses de dépendre de la motivation et tu commences à dépendre du sens. La motivation est instable, elle vient et elle repart. Le sens, lui, reste quand tout le reste perd en puissance. La question qui compte est simple et directe. Qu'est-ce que je fais quand personne ne me regarde? La réponse détermine la direction de ta vie. Parce qu'il y a quelque chose de noble dans le fait de continuer même fatigué. Il y a quelque chose d'honnête dans le fait de rester solide, même sans reconnaissance. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de construire dans le silence, en sachant que chaque pas discret est en train de façonner une version plus fiable et plus forte de toi. Et quand les résultats finissent par apparaître, parce qu'ils finissent par apparaître, tu comprends que ce n'était pas de la chance. C'était l'accumulation de tous ces jours où tu as choisi de faire ce qu'il fallait, même sans envie, même sans compagnie, même sans aucun applaudissement. La discipline, c'est ça, agir par conviction, pas pour des témoins. Et c'est cette force qui fait de toi quelqu'un qui ne s'effondre pas quand le monde devient instable, parce que celui qui s'est entraîné dans le silence ne dépend pas du bruit pour continuer. Pratique 8. Reprends ton chemin. Tout le monde échoue. Tout le monde perd le rythme. Tout le monde a des jours où tout s'effondre à l'intérieur et où l'on fait exactement ce que l'on avait juré ne plus faire. Et rien de cela te définit. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais juste après. L'erreur n'est pas la fin du chemin, c'est seulement un détour. Mais beaucoup de gens transforment ce détour en refuge parce qu'ils restent coincés dans le regret, dans la culpabilité, dans ce dialogue intérieur qui répète « j'ai encore tout gâché ». Et c'est à ce moment-là que l'erreur cesse d'être un fait et devient une prison. Revenir sur les rails est une compétence. Et comme toute compétence, elle commence par un geste simple. Interrompre la chute avant qu'elle ne devienne un destin. Pense à une boussole. Si tu t'écartes d'un degré du nord, tu n'as pas besoin de revenir au point de départ. Il suffit de réajuster l'axe. L'esprit fonctionne de la même manière. Un petit ajustement fait tôt évite une grande perte faite tard. Pendant très longtemps, je croyais qu'échouer signifiait recommencer à zéro. Alors, quand je tombais, je passais des jours à me punir, transformant un faux pas en échec, jusqu'à comprendre que le problème n'était pas de tomber, mais le temps que je mettais à me relever. Le déclic est arrivé lorsque j'ai remplacé la question « Pourquoi j'ai encore échoué ?» par « Qu'est-ce que je peux faire maintenant, immédiatement, pour revenir sur mon chemin ?» Cette question change tout, parce qu'elle te rend ton pouvoir. Elle t'arrache à la culpabilité et te ramène directement à l'action. Revenir sur les rails n'exige pas de grands discours, cela demande un pas. Parfois, c'est un verre d'eau, une page lue, une courte marche, une petite tâche accomplie. C'est moins une question de grandeur et plus une question de direction. Les stoïciens ont toujours enseigné cela. Se tromper est humain. Rester dans l'erreur est un choix. Et tu n'as pas besoin de te justifier pour agir de nouveau. Tu dois simplement décider. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas par incapacité, mais par lenteur. Ils tardent à accepter, tardent à agir, tardent à corriger. Et pendant qu'ils attendent de se sentir mieux, l'habitude d'abandonner se renforce. Alors, fais-en une règle personnelle. Si tu tombes, relève-toi vite. Pas dans la précipitation, dans la conscience. Reprends le minimum qui te reconnecte à ta discipline. Ne pense pas trop. Ne dramatise pas. Agis. Chaque minute passée à te culpabiliser est une minute perdue pour te reconstruire. Et quand tu fais cela encore et encore, quelque chose change silencieusement. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui se perd et tu commences à te voir comme quelqu'un qui revient toujours. Cette identité est puissante. Elle te donne de la stabilité les jours difficiles, de la clarté les jours confus et du respect pour toi-même les jours où rien ne semble avoir de sens. Parce que la vérité est simple, une erreur ne détruit pas une vie, mais la lenteur à la corriger peut détruire tout un chemin. Revenir sur les rails est un choix quotidien, silencieux, intime, et c'est ce choix qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. Pratique 9. Trouve ton pourquoi. Quand personne n'est à tes côtés, quand le silence pèse et que tout semble beaucoup trop difficile, il n'existe qu'une seule chose capable de te maintenir debout, la raison pour laquelle tu as commencé.
Un but, ce n'est pas une jolie phrase, ce n'est pas un rêve inspiré, ce n'est pas un objectif écrit en janvier. Un but, c'est ce qui reste quand tout ce qui est superficiel s'écroule. C'est la racine qui retient l'arbre quand le vent change. Et voici une vérité que presque personne n'aime affronter. Sans un pourquoi clair, n'importe quel obstacle se transforme en fin. Avec un pourquoi clair, aucun obstacle n'est définitif. Beaucoup de gens croient que le but se trouve à l'extérieur, comme si l'on attendait un signe, un chemin lumineux, quelqu'un pour indiquer la direction. Mais un but n'apparaît pas comme ça. Il se construit de l'intérieur, il naît de ce qui te dérange, de ce qui te pousse, de ce qui ne te laisse pas oublier qui tu veux devenir. Pense à un phare, il n'empêche pas la tempête, il n'apaise pas la mer, il ne contrôle pas le vent, mais il indique une direction, et cette direction suffit pour éviter le naufrage. Ton but fonctionne exactement ainsi. Il n'élimine pas la peur, il n'empêche pas la fatigue, il n'efface pas le doute, mais il te rappelle, dans tes pires jours, pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Demande-toi avec sincérité, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui en moi mérite de continuer? Qui est-ce que je compte devenir si je vais jusqu'au bout? Et quand tu trouves ces réponses, même imparfaites, tu gagnes quelque chose qu'aucun encouragement extérieur ne peut t'offrir, la constance. Parce que la fatigue passe, la motivation oscille, mais un but, ça soutient, et le plus intéressant, c'est que plus il devient clair, moins tu dépends du monde. Tu n'as plus besoin que l'on te pousse, tu n'as plus besoin qu'on te rappelle, tu n'as plus besoin d'être applaudi. Le but te tire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est lui qui te relève quand la solitude pèse. C'est lui qui te ramène quand tu te perds. C'est lui qui t'ancre quand tout autour semble instable. Et avec le temps, tu réalises que marcher seul n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de direction. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par la raison que tu as choisi de porter. La vie devient plus légère quand tu arrêtes d'attendre du soutien et que tu commences à attendre de la constance de toi-même. Parce que celui qui a un pourquoi ne marche pas dans le noir, il avance guidé par une flamme qui ne s'éteint pas. Alors cherche ton pourquoi avec calme, mais accroche-toi à lui avec fermeté. Il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il n'a pas besoin d'être grandiose, il n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être vrai. Et lorsqu'il l'est, tu vas le sentir, peu importe si quelqu'un marche à tes côtés ou non, parce que enfin tu sais où tu vas. Merci d'être resté jusqu'ici.